Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé dans le but de vous informer sur les différents projets qui mettent en lumière les forces de notre territoire. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. La culture au Kamouraska est très certainement une très grande force et pour nous parler notamment d'une initiative parmi tant d'autres qui a été réalisée, on parle du portfolio culturel. Je reçois Mme Marie-Pierre Daigle, artiste en métier d'art. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Annie. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, merci d'être là Marie-Pierre pour nous parler de cette initiative qui a été créée en 2016. On parle du portfolio culturel. Qu'est-ce que c'est que le portfolio culturel? Dans le fond, l'initiative du portfolio culturel, elle a été initiée par des artistes présents à la table de concertation, qui est la table culture de la MRC de Kamouraska. Dans le fond, moi, quand je suis arrivée dans la région, on m'a invitée à cette table-là pour représenter les métiers d'art. Je suis quelqu'un de groupe, je suis quelqu'un de communauté. À la table culture, à un moment donné, il y a eu un besoin de renouveler un portfolio qui était existant en 2009, qui était un genre de calendrier de bureau qui était plus pour les cadeaux corporatifs pour les entreprises. Dans le fond, ça a été une idée de renouveler ce portfolio-là. C'est en fait un répertoire de l'offre culturelle du Kamouraska. Donc, il s'agissait de le mettre à jour. J'imagine qu'il était différent, donc il y avait des nouveaux artistes oui, aussi. En fait, on l'a mis au goût du jour, on l'a revisité. Si tu me permets de te le présenter, dans le fond, une belle page couverture. On a demandé le travail de Miguel Forêt, qui est un artiste en art visuel de Sainte-Hélène de Kamouraska, qui a illustré, dans le fond, les différentes disciplines artistiques par son art à lui. Puis, le portfolio se décline en 5 catégories. On a les arts de la scène, les arts visuels médiatiques, la littérature et le conte, les métiers d'art, les organismes et entreprises culturelles. Il y a eu un bon travail de débroussaillage pour trouver aussi les artistes, j'imagine. Exactement. Dans le fond, Émilie Rondeau, moi et Sophie Poulain de Courval, qui est saxophoniste, Émilie en art visuel. Nous, en fait, on a été mandatés par la table culture de répertorier. Fait que dans le fond, on a actionné nos téléphones, nos réseaux de contacts avec les listes de la MRC, avec l'agent de développement. On a travaillé à essayer de répertorier, de faire l'appel au plus d'artistes et d'artisans possibles, les organismes sur le territoire. La plupart ont répondu favorablement. On a une réponse positive. Dans le fond, on compte 91 fiches regroupant autant des individus que des organismes ou des entreprises en lien avec la culture. Donc, c'est un très, très bon répertoire, là. Bien oui, en fait, le Kamouraska, comme tu disais, d'entrée de jeu, la culture est très présente et active sur le territoire du Kamouraska. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui, en cours de route, ont souhaité se greffer. Fait que dans le fond, le portfolio est disponible sur le site Internet de la MRC sur un document téléchargeable. Fait qu'il y a des fiches qui se sont rajoutées en cours de parcours. Ah, bien, c'est une belle façon de mettre le portfolio à jour aussi. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de culture, c'est très, très général. Mais là, vous l'avez, comme tu disais tout à l'heure, vous l'avez vraiment disposé en secteur, ce qui est excellent. Ça permet aux gens de se retrouver. Mais justement, quelle utilisation on en fait? Comment on fait pour l'utiliser, ce portfolio-là? Bien, dans le fond, c'est un outil qui devenait comme un répertoire. Dans le fond, moi, comme artiste ou comme personne qui arrive au Kamouraska, j'aimerais ça connaître c'est quoi l'offre de la région. C'est un peu comme un bottin. Fait que dans le fond, on peut le consulter par fiche. Mettons on prend un exemple. On a le nom de la personne, son nom d'entreprise ou son pseudonyme ou son nom d'artiste. Exactement. Puis, on a demandé aux gens de se définir en 3 mots. Ce qui était quand même un exercice difficile, laborieux. C'est ça. Pour certains, c'était plutôt, mettons, dans leur démarche artistique, ça fait partie du parcours d'écrire et de trouver des mots. De se trouver un totem. C'est ça. Puis, dans le fond, on a l'image de la personne. Fait que souvent, on sait qu'en région, on reconnaît souvent de visu les gens. Ah oui, on a la municipalité parce qu'on voulait mettre en valeur les 17 municipalités du territoire du Kamouraska. Tout le territoire, hein? Exact, c'est ça. Puis, dans le fond, on a les coordonnées. Il y a des gens qui ont leur site Internet.
Internet, leur adresse physique parce qu'ils ont un point de vente ou etc. Puis, on a demandé aux gens de nous fournir 3 petites photos pour illustrer un peu le travail, l'offre qu'ils font. Puis, tandis qu'à Lando, si, mettons, je reprends une fiche, bien à ce moment-là, ici, on a Marius Arton. Dans le fond, on avait une image. Donc, on peut consulter le portfolio en fiche ou à l'envers. Ou en image. OK. Fait que dans le fond, l'utilisation personnelle est plus comme un bottin pour retrouver les gens. Ça a servi aussi pour, par exemple, des projets pour les médias, de rechercher des gens, solliciter des gens pour des entrevues, faire des portraits d'artistes. On peut mieux les connaître aussi, dans le fond. C'est exactement. On peut rentrer en contact avec eux. On connaît un peu plus qu'est-ce qu'ils font. Ça nous permet d'avoir leur site Internet. Si tu es une entreprise et que tu as envie de décorer tes murs dans ton bureau, tu peux faire appel au service d'un artiste, placer une commande d'œuvre. Ça devient comme un outil pour tous. Pour les organismes ou pour les musées, centres d'artistes, ça a été un répertoire pour trouver des gens. Des fois, inviter des artistes à participer à des projets. Bien, vous dites justement que c'est un outil pour tous. Donc, est-ce qu'à quelque part, vous diriez que ça a servi un peu à démocratiser les formes d'art qu'on retrouve au Kamouraska? Bien, tout à fait. En fait, c'est un objet... On est allé chercher du financement pour ce projet-là. Si tu me permets, je peux mentionner dans le fond l'apport indéniable des 91 participants. Dans le fond, les gens étaient invités à participer, mais devaient débourser une partie. Donc, on le voyait plus comme un placement en publicité pour les personnes et les organismes. Qui est en fait un investissement aussi dans un si bon... Un outil promotionnel, dans le fond, exactement. Fait que dans le fond, il y a évidemment la MRC de Kamouraska parce que c'est un projet de la table culture. Puis aussi, on a eu le soutien financier de la SADC. Puis, à l'époque, c'était Impression Soleil, maintenant connu sous base 132, dans le fond, qui est un imprimeur de la région, qui nous a permis de réaliser, concrétiser cet objet-là un peu à l'idée d'une palette de peinture. On a l'éventail culturel. C'est vrai. Fait que c'est un outil ludique à manipuler. Puis, dans le fond, quand tu dis démocratiser, oui, démocratiser dans le sens qu'on le rend accessible. C'est un objet qui a été distribué gratuitement partout sur les territoires. Fait que tous les participants avaient au moins un exemplaire. Les organismes, les entreprises en ont eu des copies. On a fait une distribution bénévole massive en lien avec ça, autant des organismes, des lieux, salles d'attente. On peut les retrouver autant au CLSC que... par exemple, sur la table d'entrée d'un commerce ou c'est ça. Et puis, est-ce que, en fait, à quel endroit on peut retrouver ces choses-là? Vous venez d'en faire un petit peu l'éventail, mais si j'ai une personne qui est intéressée à avoir le portfolio culturel, à quel endroit elle peut se le procurer? Bien, dans le fond, la première phase du portfolio culturel, je peux l'appeler comme une première phase. C'est un outil qui était distribué gratuitement dans tous les lieux publics. Fait qu'on a les restaurants, les bibliothèques. Pour consultation un peu. Pour consultation sur place. Okay. Sinon, dans le fond, on l'a offert à des gens, des collectionneurs d'art. On l'a offert à des... bailleurs de fonds comme la SODEC, le Conseil des arts et lettres du Québec. Fait que dans le fond, on a positionné le Kamouraska puis l'offre culturelle auprès des bailleurs de fonds parce qu'on sait que les artistes demandent beaucoup souvent du financement auprès d'organismes publics. Fait que dans le fond, ça a été distribué comme ça. Pour le moment, il nous en reste quelques copies qui seront disponibles auprès des agents de développement de chacune des municipalités. Il y a quelques copies aussi qui sont disponibles à la MRC de Kamouraska via l'agent de développement Jeanne Mégoire. Sinon, bien, il est sur le site web Internet. Exactement. En ce moment, c'est ça. En ce moment, il est disponible sur le site de la MRC, comme tu dis, dans le volet portfolio culturel. Donc, on peut le consulter en ligne. J'aspire à vouloir éventuellement faire une phase 2 du projet, de le transformer en site Internet. Il y a des démarches en cours, des réflexions en cours pour assurer la pérennité de cet objet qui a eu un super accueil puis qui est encore utilisé aujourd'hui activement. Bien, justement, c'était ma dernière question. Et quels ont été les retours que vous avez eus sur ce répertoire-là? Bien, dans le fond, on a réalisé que c'était un outil qui était nécessaire. Les artistes, les organismes et les entreprises avaient envie de se regrouper ensemble pour pouvoir être répertoriés. J'ai comme slogan personnel dans la vie que seul on fait de belles choses, mais qu'ensemble on fait de grandes choses. Le portfolio est un bel exemple. J'ai été contente d'être porteur de ce projet-là et de encore être ambassadrice de ce projet-là.
Dans le fond, c'est pas un objet qui était en vente, tu sais, ou qui était disponible. On se le fait demander, mais comme je te dis, dans le fond, je peux pas m'avancer sur ce qui en deviendra dans le futur. On est en discussion avec la table culture, voir c'est quoi les options, trouver c'est quoi le financement du projet, tout ça. Mais c'est déjà un excellent travail qui a été fait. Là-dessus, Mme Marie-Pierre Daigle, merci de votre temps aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir, merci. Musée, lieu d'interprétation et de diffusion, famille touche. Encore une fois, au Kamouraska, en culture, il y a de tout pour tous. Et un partenaire certainement très important lorsqu'il s'agit de développer des projets sur la mémoire du Kamouraska. Eh bien, la Société historique de la Côte-du-Sud en est certainement un très important. Et je reçois son directeur général, M. François Taillon. Bonjour. Bonjour, Annie. Vous allez bien, M. Taillon? Oui, toi. Oui, merci. M. Taillon, on parlait de projets relativement à la mémoire du Kamouraska. À quel moment les gens font appel aux archives de la Côte-du-Sud pour les aider dans le développement d'un projet? Dès qu'ils pensent à développer un projet, par exemple un circuit historique, des panneaux d'interprétation, ou si je pense là, avec le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, on travaille actuellement sur le renouvellement des expositions, ou de nouvelles expositions, des choses comme ça, là, Maison Chappet. Donc, on pense au musée, au lieu d'interprétation et de diffusion. Il y a un projet aussi avec le musée sur Languay. Est-ce que vous avez travaillé sur ce projet-là aussi? Un tout petit peu, mais habituellement, on participe à pas mal toutes les nouvelles expositions qu'ils font. C'est comme un lien évident qu'on fait avec les archives et le musée. Est-ce que je me trompe? Non, c'est évident. Évidemment. Et puis, au niveau de l'offre de service des archives de la Côte-du-Sud, parce qu'il y a quand même une offre de service qu'on désire faire connaître, dites-nous un peu plus spécifiquement, qu'est-ce que peuvent nous offrir les archives de la Côte-du-Sud? Au quotidien, je vous dirais, c'est le service aux chercheurs. Donc, les gens viennent chez nous, ils viennent consulter les archives historiques, ils viennent faire de la généalogie. Donc, conséquemment, on est très intéressé à acquérir des archives qui concernent l'histoire de la région, de la diffuser, de la rendre accessible donc à tout le monde, à tout le Kamouraska. Et est-ce que vous avez d'autres partenaires avec lesquels vous travaillez? Parce que vous couvrez quand même toute la Côte-du-Sud, là, pas seulement le Kamouraska. Oui, bien, essentiellement, c'est dans le domaine culturel, mais quelques municipalités, comme par exemple Saint-Denis de la Bouteillerie, pour laquelle on avait fait les panneaux d'interprétation lors du 150e anniversaire. OK. Donc, là, on parle de Saint-Denis qui est au Kamouraska, mais il y a d'autres. Vous travaillez aussi avec le Musée de la mémoire vivante, si je ne me trompe pas. À Saint-Jean-Port-Joli, oui. Ça m'est arrivé même de collaborer avec la MRC de Rivière-du-Loup. OK. Oui, on essaie d'étendre notre influence le plus loin possible. En parlant d'étendre l'influence, vous utilisez maintenant beaucoup les réseaux sociaux. Oui. D'où est venue l'idée d'utiliser des réseaux sociaux pour faire parler des archives, entre autres? Au départ, c'était pour rectifier certaines erreurs historiques. OK. Je voyais passer plein de choses là-dessus, puis je me suis dit, ça n'a pas d'allure, c'est des faussetés. Alors, à un moment donné, on a décidé de créer notre propre page pour qu'on devienne, et je le dis honnêtement, pour qu'on devienne la référence au Kamouraska sur l'histoire, sur le patrimoine, sur la culture. Tous les jours maintenant, donc quotidiennement, on a une chronique historique pour laquelle on a gagné un prix ambassadeur du Kamouraska d'ailleurs. Parce que vous mettez vraiment en lumière l'histoire du Kamouraska de belle façon. De la Côte-du-Sud de façon générale, mais particulièrement le Kamouraska. Tous les premiers lundis du mois, on a une chronique en collaboration avec... Promotion Kamouraska. Promotion Kamouraska, merci. Et c'est effectivement devenu un incontournable. On a quelquefois des publications là, qui touchent, je pense, c'est au-delà de 15 000 personnes. C'est très, très consulté. Et quel lien vous faites avec la culture en général et la mémoire du Kamouraska au niveau avec les archives? Quel lien y a-t-il à faire? Bien, je pense qu'on est le porteur de la mémoire du Kamouraska. La mémoire du Kamouraska est la base de toutes les actions culturelles, tout
tout ce qu'on peut faire au niveau historique, patrimonial, c'est conservé comme ça. C'est la mémoire qui fait qu'on sait d'où on vient, puis qui fait qu'on sait où on s'en va. Donc, c'est important de regarder ce qui s'est fait avant quand on a un projet pour aller de l'avant, surtout pour le rappeler. Oui. Souvent, dans nos recherches, c'est ce qu'on va faire. On va partir de ce qui s'est passé pour venir jusqu'à ce qui se fait aujourd'hui. Faire un lien vraiment entre la mémoire puis la vie d'aujourd'hui. Et c'est vraiment ce qui rend la chose intéressante puis qui donne des possibilités immenses là, de futurs projets. Là. Tout à fait. La page Facebook, d'ailleurs, nous a mis en contact avec des donateurs d'archives, avec des chercheurs. Oui. On a acquis comme ça des fonds d'archives. C'est un projet qui, en lui-même, ce projet-là porte la mémoire du Kamouraska. Effectivement. Et vous parlez de fonds d'archives. C'est un aspect très important que j'aimerais qu'on parle parce que c'est pas nécessairement tous les gens qui savent que les archives, oui, ont beaucoup d'archives, effectivement, de fonds d'archives, mais c'est grâce à ceux qui sont allés les porter, grâce à ceux qui ont été assez ouverts pour aller vous les donner. Mais donnez-nous un exemple de fonds d'archives, parce que des fois, on n'est peut-être pas... On n'y pense pas, on ne dit pas « Ah, bon, ça, c'est une vieille photo, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec. » Exactement. On est à Saint-Pascal ici aujourd'hui. Par exemple, on a le fonds de la famille Pelletier. Ça nous est venu du fils Pelletier qui habite Québec. Alors, tous les papiers de la famille, les papiers, les actes notariés, les photos, la correspondance... tout ce qui concerne l'histoire de cette famille-là, est venu nous porter ça chez nous. Donc, on est capable de faire l'histoire de la famille Pelletier, l'histoire de la famille de la Madame Pelletier, dont j'oublie le nom malheureusement, et souvent l'histoire d'une partie du village, d'une partie de la terre, parce que si on a les actes notariés, on est capable de remonter jusqu'au tout premier qui a habité cette terre-là. On est même souvent capable de savoir qui a construit la maison, si elle existe encore. Bon, c'est une source inépuisable de renseignements. Ah, oui, oui, c'est vraiment fascinant, toutes les informations qu'on peut y retrouver. Oui. Puis c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des chercheurs qui sont intéressés à aller aux archives. Oui. Mais ça veut dire que, peu importe qu'on ait des archives à la maison, qu'on ne sache plus quoi en faire, qu'on déménage ou qu'il y ait des décès, les archives sont... Surtout, ne jetez rien. Parlez-nous. Le message sera passé. Ne jetez rien, on est là. Surtout, ne jetez rien. Ou presque, quand même. J'aimerais revenir sur un fonds qui nous est arrivé par hasard l'été passé, le fonds de la famille seigneuriale Taché. Oh. Les enfants d'Antoine Taché, celui qui a été tué par le docteur Holmes, on a en correspondance les réactions des enfants quand ils sont devenus adultes, qui parlent de leur mère. C'est extraordinairement intéressant. C'est sûrement, effectivement. Oui. Là, on parle de famille, d'événements, mais est-ce que ça peut aller jusqu'à... Là, c'est banal, mais un simple livre de recettes familiales, là, écrit à la main, est-ce que ça peut aller jusque-là? Oui, ça fait partie d'un fonds. Si c'est dans un contexte, si c'est en rapport avec la Côte-du-Sud, le Kamouraska, oui, complètement. On a des choses, on a des journaux personnels, on a des cahiers de chansons même. On a des chansons qui ont été recueillies en 1936-37 à Saint-Denis, des chansons qui sont souvent pas connues, qui vont faire le plaisir là, de tous les ethnologues de ce monde. Oh oui, c'est vraiment des belles choses. Ça va du document administratif qui date de 2010 jusqu'à notre plus vieux document, 1667. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Quels sont les projets futurs des archives de la Côte-du-Sud? Là, vous avez une page Facebook pour notamment un peu démocratiser tout ça, informer les gens. Est-ce qu'il y a d'autres étapes que vous aimeriez faire pour mettre les archives de l'avant ou toujours dans le but d'informer les gens sur la culture et l'histoire et la mémoire du Kamouraska? Actuellement, on travaille sur une nouvelle version de notre site Web qui va contenir un petit peu à l'image de la page Facebook, mais une fois par mois, on va parler d'un objet en lien avec nos fonds d'archives. Comme par exemple, ce qu'on est en train de préparer là, c'est une baratte. OK. Ça a l'air de rien, une baratte à beurre, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, ne savent pas comment ça marche. Et on a plein de documents d'archives qui nous parlent de ça. On a des photos, on voit des dames qui utilisaient la baratte. On a la première école de beurrerie de Saint-Denis. Oui, la Maison Chappet montre des fois une démonstration avec la baratte, oui, c'est ça, exactement. On essaie de rester en lien avec, comme ça, la Maison Chappet, qui parle de baratte, qui va faire de la présence à la chapelle à Saint-Denis l'été, toujours en fonction de ces choses-là. On essaie de collaborer avec les autres pour rester avec eux autres vers la même ligne
de mémoire. Là-dessus, M. Taillon, merci beaucoup. Merci. S'il y a une institution qui a bien à cœur la culture et qui l'intègre dans ses activités, eh bien, il s'agit du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Je reçois son directeur général, M. Luc Saint-Amand. Bonjour. Bonjour. Je ne me trompe pas, j'imagine, en disant que vous avez toujours un souci d'intégrer la culture dans vos expositions. Non, bien, de toute façon, ça fait partie de la mission même du musée, dans le fond, d'intégrer la culture québécoise dans l'ensemble. Oui. Évidemment, avec des thématiques plus particulières, plus ciblées que ça a déjà pu l'être. Mais donc, on est vraiment centré maintenant sur soit l'agriculture, soit l'alimentation, mais ça peut quand même être relativement large. Oui, mais par contre, vous avez toujours ce souci-là parce que c'est l'agriculture et l'alimentation, c'est quand même un thème très régional pour le Kamouraska. Hein. Oui, ça fait partie de notre ADN réellement. Puis ça peut être la culture, ce qu'on appelle le patrimoine immatériel aussi. Mais ça peut être également d'intégrer à l'intérieur de nos expositions des éléments d'art aussi, d'art populaire notamment. Oui, parce qu'il y a plusieurs façons de l'intégrer. C'est ça. Large. Si on prend l'exemple de notre exposition sur le port, qui est maintenant une exposition itinérante, qui va se promener un peu partout au Québec, on a justement des expressions utilisant le porc ou le cochon ou autre là, comme terme, mais à l'intérieur même. Donc ça fait partie de la culture populaire québécoise dans son sens large. À l'intérieur même de la culture populaire québécoise, comme vous le dites, parce qu'on parle du porc, le porc du Québec, puis on intègre un peu... comment on fait pour intégrer la région dans certaines expositions comme ça? Là, pour le porc, je ne sais pas, est-ce que ça a été plus difficile, mais il y a sûrement d'autres thèmes. Bien, plus difficile, oui et non. C'est-à-dire que le porc... Dans le cas de cette exposition-là, précisément, c'est une exposition où on présente l'histoire du porc au travers de l'histoire au Québec. Mais évidemment, le porc, on a juste pensé à Saint-Alexandre avec les aliments Asta. C'est un lieu d'abattage de porc. Donc, il y a une des sections où on parle de l'abattage, comment ça se passait autrefois. Donc là, ça se passait dans toutes les régions du Québec, à peu près à la même période, donc début décembre généralement, quand il commence à faire un peu plus froid pour pouvoir préserver la viande plus longtemps. Et maintenant, les abattoirs sont rendus dans les régions plus éloignées des centres-villes, parce qu'à une certaine époque, c'était presque dans les centres-villes. Si on pense... le Journal de Montréal, leurs locaux étaient un abattoir. Maintenant, on a décentralisé un peu tout ça. Donc, entre autres, on a justement l'abattoir Saint-Alexandre. Il y en a un autre aussi à Rivière-du-Loup là, pour viande du Breton. Donc, c'est des éléments qui sont encore dans notre région et dont on parle aussi. C'est des liens qu'on peut faire. Oui. Donc, est-ce qu'il y a toujours ce souci-là d'intégrer un peu le Kamouraska dans vos expositions? Je pense à Langueuil, qui est à l'échelle du Québec aussi, même encore plus loin, mais on a un aspect distinctif. Oui, et très distinctif. C'est-à-dire que l'anguille qui était pêchée des deux côtés du fleuve, principalement du côté sud, mais il y avait quand même quelques pêches du côté nord. Ça se rendait jusqu'au lac Saint-Pierre. Maintenant, il en reste 9 pêcheurs encore en action. Ils sont tous ici au Kamouraska. Donc, celle-là, c'est vraiment... relié étroitement à notre région. Et on tente le plus possible, dans le fond, de permettre de faire circuler le Kamouraska ou la Côte-du-Sud aussi dans son ensemble, plus largement, au niveau de nos expositions, parce que ça reste que c'est notre ancrage, c'est là où on se situe, c'est là où on vit aussi à tous les jours. Donc... oui, effectivement. Et il y a la sensibilité du musée à se faire connaître, à faire connaître la culture qui se dégage de vos expositions à la population du Kamouraska. Évidemment, c'est le but d'un musée. On veut que les gens nous visitent, mais est-ce que vous diriez que vous le faites de façon plus offensive depuis quelque temps? Bien, certainement. Dans le fond, ça fait partie du processus qui a été entamé là, en 2010. Mais un musée se doit d'être une institution vivante, active et... innovante aussi? Innovante, oui, aussi, effectivement. Et le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, c'est un processus
processus qui s'est amorcé il y a à peu près 8 ans maintenant, en 2010, où des gens, le conseil d'administration, mais des partenaires extérieurs se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec le musée? Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était le musée François Pilote. Ça tournait beaucoup autour de la personnalité du directeur fondateur, l'abbé Paul-André Leclerc. Et là, on voyait ces gens-là voyaient la fin de la santé déclinante de l'abbé Leclerc. Et là, ils se sont dit, bien là, on doit prendre les choses en main. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut plus tourner autour de lui parce qu'on ne tournera pas longtemps. Et donc là, on a réfléchi. Ils se sont dit, ah, ben, on pourrait en faire le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Un bon réflexe en soi. Oui, et en partie à cause de notre histoire régionale aussi. Le Kamouraska est un milieu où l'agriculture est encore omniprésent. C'est très cohérent avec... Oui, et c'est le lieu de la fondation, la Pocatière, le lieu de la fondation de la première école d'agriculture permanente au Canada. Donc, la deuxième plus vieille en Amérique du Nord, c'est quand même quelque chose d'important. Oui, c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire. Saint-Denis a accueilli la première école de transformation laitière au Canada avec la beurrerie aussi. Donc, ça fait partie aussi de la région. C'est vraiment intrinsèquement lié à ce qu'on est au Kamouraska, l'agriculture et l'alimentation aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de recherches qui se font, notamment au CDBQ maintenant. Oui, bien, on a toute la chaîne, on sait, donc c'est ça, là. C'est important de faire le tour aussi dans ce qui est muséal aussi. Maintenant, on parlait d'ouvrir le musée encore plus de façon offensive depuis quelques temps. Parlez-nous un peu de quelques activités qui se déroulent justement pour mettre en valeur cette culture qu'il y a à l'intérieur du musée. En fait, il y a vraiment plusieurs possibilités. Bon, évidemment, il y a les expositions qui sont plus traditionnelles comme moyen d'action de la part des musées, mais on a aussi, cet hiver, on a une série de causeries, les mardis causeries du musée avec la collaboration de l'ITA, mais aussi de d'autres partenaires où on a pendant 6 semaines, on avait des conférenciers qui venaient pour parler avec les gens de différents sujets. On a parlé du fromage, on a parlé de certains mythes alimentaires, on a parlé des gestions de l'offre des cravaches canadiennes. Donc, toujours en lien avec soit l'agriculture, soit l'alimentation, parfois les deux. Évidemment, on a aussi notre dégustation annuelle de spiritueux québécois. Donc, les gens rencontre des producteurs alimentaires aussi, parce qu'on fait une alliance mets et boissons, et ça permet de rencontrer les gens qui sont derrière aussi les produits. Donc, ça permet d'aller plus loin, de découvrir. Pour nous, c'est une activité de financement, mais c'est aussi une façon différente de découvrir notre patrimoine culinaire aussi. Bien, là-dessus, M. Luc Saint-Amand, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Bien, merci. De notre côté, on se retrouve une prochaine fois. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.